A very good afternoon to you all. Thanks for coming. My name is Christoph Kreuzmüller. I've got the honor now of chairing the afternoon panel, and you will all have had a look at the program, and you will find that this afternoon session is a very long session, and that's why we have decided to split it. So what we'll do is, so to speak, de la diviser, pardon. Donc, deux parties pour le panel. J'ai donc les personnes qui sont à côté de moi. Ensuite, on aura une petite pause de 5 minutes. À la suite de quoi, Karen et Tal me rejoindront pour la deuxième partie du panel, ce qui nous donneront donc un petit peu d'espace de respiration, parce que 3h30 non-stop, c'est un marathon. Et nous avons pensé qu'il serait plus sage de procéder ainsi. Maintenant, nous parlons donc du panel. C'est l'intersection de la connaissance populaire et la recherche qui regarde donc la perception, les croyances, et j'ai lu quelques-uns des manuscrits. Ils remettent en question des vérités que l'on croyait telles quelles. Cela met les archivistes et les historiens sur un pied d'égalité, ou en tout cas ça les rassemble. Et nous aurons donc beaucoup de sujets à discuter. Je vais donc vous présenter les 3 premiers intervenants. Igor Bartashik, qui nous vient du musée mémorial Auschwitz-Birkenau. Il est là depuis 1992, a vraiment fait des recherches sur la construction des chambres à gaz et des crématoriums, et a également étudié le problème de l'extension des camps, a fait des recherches sur place sur les camps et sur le sondeur commando, y compris l'article essentiel sur la révolte du sondeur commando le 7 octobre 1944. À côté de lui, nous avons Wojciech Plosa qui travaille pour le musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau depuis 2008. Nous nous connaissons depuis pas mal de temps. Je pense qu'il s'agit d'un expert sur les photos du Erkennungsdienst. Il en sait probablement davantage sur les forces du Sonderkommando que moi-même. Je suis tout à fait honorée donc de vous le présenter. Nous avons également Dominique Williams, qui est donc à l'origine du film sur les soldats commandos qui devrait être publié, qui devrait sortir rapidement. Il travaille donc sur ces sujets depuis 1990, donc il a beaucoup d'expertise dans ce sujet. Et donc, on peut dire que vous avez 20-25 minutes chacun. Comme vous le savez, je suis allemand, donc je serai extrêmement sévère, extrêmement stricte sur le temps qui vous est imparti. Et ceci dit, Igor, vous avez la parole. Eh bien, bienvenue. Je voudrais vous dire tout d'abord merci pour l'invitation à cette conférence. Je vais revenir au dernier mois d'octobre, le 6 octobre notamment. Je venais donc au palais pour 2 heures. Tal et moi-même avons commémoré donc la révolte du Sonderkommando le 7 octobre. Alors, la décision pour cette présentation, c'est une décision qui a été prise de façon un petit peu accidentelle. Non seulement suis-je historien,
mais je suis aussi guide dans le musée, donc je rencontre les gens qui visitent ce mémorial. Lorsqu'on parle de l'histoire des camps et de l'histoire des Sonderkommando, j'ai vu que l'on peut diviser les visiteurs en deux groupes. Tout d'abord, il s'agit de personnes qui n'ont pas d'informations sur l'histoire du camp, et le deuxième, ce sont les personnes qui ont donc lu, qui ont regardé des documentaires, des films, et ces personnes avaient déjà leur imaginaire sur le Sonderkommando. Lorsque je parle à ces personnes et lorsque j'écoute les questions qu'ils posent, j'ai vu beaucoup de déformations sur leur connaissance des commandos. Et donc, j'ai commencé à me demander quelle est la source de ces informations, mesdames et messieurs. Donc, un certain nombre de sources publiées, c'est à l'origine de ces connaissances, mais les publications plus tardives ont interviewé donc des documents par rapport au personnel. Donc, pendant nombre d'années, c'était les mémoires de Rudolf Hess, le commandant du camp, et de Miklos Nichely, un prisonnier qui était dans les crématoriums de Birkenau, qui avait travaillé pour Joseph Mengele. Ces mémoires, dont les mémoires de Oss, contiennent différentes choses sur les prisonniers du Sonderkommando. Au cours de ces études, on a le sentiment que Oss est quand même un petit peu retenu, a un peu retenu sa haine envers les Juifs. Ces déclarations sur le Sonderkommando montrent un mépris pour les Juifs. Ces mots les plus fréquents incluent donc aider de façon active, mentir aux victimes. Ils étaient indifférents par rapport aux membres de leur, à la mort des membres de leur famille, tout en brûlant des corps. Ils fumaient des cigarettes. Je n'ai pas trouvé dans les mots de Oss une seule phrase qui exprime de l'empathie pour les prisonniers du Sonderkommando. Une autre publication, en fait, c'est un livre par Miklos Nichely où il établit que la plupart du temps, il était un assistant au docteur Mengele. Personnellement, je pense que Nichely était dans une situation spécifique. Ce n'était pas un prisonnier directement inclus dans le Sonderkommando. Il travaillait pour Mengele. Ses mémoires, dans la partie qui concerne donc les expériments pseudo-médicaux, sont de grande valeur, mais en ce qui concerne le Sonderkommando, ils contiennent beaucoup d'erreurs. L'erreur la plus importante est la théorie sur la liquidation des prisonniers chaque 3 mois et le nombre surestimé des hommes SS qui ont été tués pendant la révolte du 7 octobre et des discussions trop subjectives en ce qui concerne les conditions de vie. Nichely parle souvent du Sonderkommando, très souvent, pas à rapport de sa propre expérience, mais par rapport à d'autres témoignages de témoins visuels, d'autres prisonniers qui n'est pas des membres du commando spécial ont également écrit sur le Sonderkommando. Sans nom spécifique, je peux vous citer certaines d'entre elles, donc certaines phrases. Les Sonderkommando ont poussé leurs frères juifs dans l'abysse de la mort. Donc des hommes qui étaient forts et de bonne santé attendaient donc juste d'avoir un bon transport. Parfois, ça a été écrit par des prisonniers des entrepôts du Canada. Marian Turski, qui est un juif polonais de Lutz, qui est mort il y a quelques mois. Lorsque je lui ai demandé de poser des questions sur le Sonderkommando, il m'a répondu « On les haïssait ». Mais Marian Turski explique « Pas parce qu'ils étaient dans le Sonderkommando. Non, c'est parce qu'ils avaient de la nourriture et que nous mourions de faim. » Le premier exemple de la déformation, donc, c'est une théorie que donc les personnes que les prisonniers étaient tués tous les 3 mois. Aucun des prisonniers ne parlait d'extermination. Et vous avez par exemple donc des documents qui ont été collectés par le commissaire Henry Engen en 1935. Monsieur Leventhal
par exemple, ne l'a pas mentionné. Une source très importante, ce Leventhal, mais les manuscrits ne contiennent aucune information sur le meurtre de ces prisonniers tous les 3 mois. C'est que Grabowski qui le mentionne en 1944 et Leventhal inclut une information sur les personnes qui étaient tuées dans le Sonderkommando en décembre 1942. C'est la raison pour le procès, puisque les prisonniers ont préparé l'évasion collective. Donc, un autre point, les prisonniers du Sonderkommando, tels que M. Miller, qui a écrit un livre sur son expérience avec le Sonderkommando, n'en parle pas. De la même façon, il n'y a pas d'informations sur la sélection régulière dans des interviews qui sont effectuées par Jürgen Gratt. Par rapport à ces documentations, on ne voit pas le sujet de la liquidation des prisonniers chaque 3 mois. J'ai d'autres exemples. Il s'agit ici, donc à gauche, de documents pour l'emploi du camp. Et ce sont des informations sur les endroits où les équipes travaillent dans le Sonderkommando. Agent Smith, nous savons qu'il a survécu. D'autre part, vous avez la carte d'enregistrement de Format Dragon et qui a rejoint les équipes spéciales en décembre 1942, qui a également survécu. Exemple numéro 2. Ils brûlaient souvent les membres de leur famille, les pères, les mères, les enfants et les épouses. Je pense que nombre de personnes se rappelaient de cela par rapport aux membres du Krunnvolk qui parlait en fait de ses parents, de ses enfants, de ses épouses, et c'était un moment où il déchargeait les corps des chambres des gaz. Dans la situation d'Auschwitz, c'est différent. Nombre de prisonniers qui travaillaient dans les fours crématoires étaient sélectionnés quelques jours après leur arrivée à Auschwitz, qui étaient déportés avec toute leur famille. Prenez note, le processus de déchargement de ces victimes, de leur sélection, leur transport au crématorium pourrait prendre jusqu'à 5 heures. Les prisonniers, après leur sélection, devaient travailler dans le camp qui était situé à peu près à 2 kilomètres. Donc, couper les cheveux, le bain, l'enregistrement, ça prenait à peu près 12 heures. Même si ces prisonniers devaient être emmenés au Sonderkommando immédiatement après leur arrivée, il y avait très peu de chances qu'ils aient vu les corps des membres de la famille. Peut-être il était possible en décembre 1942. Cependant, on n'a pas de traces dans les rapports du Sonderkommando ou les manuscrits tels que celui de Grabowski ou Langfuss. Uniquement un cas de crémation d'un corps d'un parent est décrit par Philippe Moulard. C'était son père qui avait été prisonnier à Auschwitz pendant plusieurs mois. Lorsque son corps est brûlé, se les fait avec des prières. Les prisonniers du Sonderkommando essaient de donner à ce moment un caractère de cérémonie. Un autre exemple, c'est vrai, puisque j'ai parlé avec Madeleine Mant et d'autres témoignages, d'autres témoins, il semblerait qu'ils avaient peur des contacts. Et autre chose, ce que nous savons des situations sur le Sonderkommando et le fait qu'ils aient rencontré des gens de leur famille. Tout d'abord, c'est une information qui vient donc du témoignage de Hans. Il mentionne que l'un des prisonniers a soudainement arrêté son travail après avoir vu le corps d'une des femmes. Le commandant a posé une question sur sa situation, qui faisait partie des capos, et en fait, il a compris que ces hommes avaient vu leur
leurs propres femmes. Oz a commenté la situation, ce n'était pas visible dans les émotions, en disant qu'il n'avait pas d'émotion visible. Un autre exemple vient de Gabay, Gabay rencontre deux cousins qui étaient sélectionnés pour aller à la chambre à gaz après leur travail. Gabay leur dit la vérité par rapport à la mort et leur montre l'endroit à l'intérieur des chambres à gaz près du trou pour le cyclone B. Müller parle donc d'une autre situation où l'un des prisonniers rencontre la femme de son frère dans un transport. Il décide de lui dire la vérité. La situation est à l'origine d'une grosse panique. Et donc, le SS a pris cette femme et l'a torturée jusqu'à ce qu'elle lui montre le prisonnier. Par revanche, le SS le brûle vivant dans le four. Et donc, un dernier exemple que Gradowski raconte, lorsqu'un nombre de victimes dans le transport était important, les SS divisent en deux groupes ces personnes. Le premier groupe est assassiné dans les bunkers directement après arrivée, le second groupe dans les casernes, dans les vestiaires et parfois presque quelques heures avant la prochaine opération de gazage. Exemple numéro 4. Voici, vous avez une photo du film Grey Zone. C'est une théorie que le Sonderkommando avait d'excellentes conditions de vie avec de la nourriture, de l'alcool et même des desserts. Mesdames et messieurs, ces opinions sur ces conditions de vie ne découlaient pas des opinions de S, mais aussi de d'autres prisonniers. Ils avaient donc le sentiment qu'il y avait une famine dans les camps. Cependant, nombre de ces choses ne sont pas vraies. Tout d'abord, nombre de transports de Juifs qui arrivent à Auschwitz et qui arrivent donc au camp venaient des ghettos où les personnes mouraient de faim également. Et il était très difficile d'obtenir de nouvelles nourritures. Deuxièmement, parfois les transports étaient sur la route pendant nombre de jours. Dans les wagons où la température était très élevée, du fait du manque de ventilation, nombre de produits alimentaires étaient pas comestibles, ne pouvaient pas être consommés. Les prisonniers du Sonderkommando ne pouvaient pas être malades s'il y avait un empoisonnement. Parce qu'ils avaient peur de s'empoisonner, ils consommaient des biscottes, du pain ou des conserves. Cette scène en présentation qui montrait du film Grey Zone. Donc, ici, vous avez donc un dessin du secteur B2C où on voit un prisonnier aider une femme. Comment l'utilisation par les prisonniers d'alcool pour être considéré comme une faute. Mandelbaum déclare qu'il n'y a jamais eu d'alcool. Pourquoi? Il explique très simplement qu'en permanence, il cherchait une façon de s'échapper. Par exemple, s'ils allaient bombarder le camp et que les barrières soient détruites, comment s'échapper après avoir bu? Dernièrement, les conditions de vie à l'intérieur des casernes du Sonderkommando. En mai 1945, le juge Janssen présente le Sonderkommando et ses casernes à la délégation britannique. C'était des casernes assez typiques, comme d'autres. Mais quelle est la différence? Dans mon opinion, ce qui était mieux pour le Sonderkommando, c'est qu'ils avaient accès à l'eau et à des toilettes et à une salle de bain. Donc, déformation numéro 4. Au cours de la révolte du 7 octobre 1944, les prisonniers du Sonderkommando ont fait exploser le crématorium, ont tué différentes douzaines de SS. Ils se sont échappés et se sont barricadés dans une grange dans le village de Rasko.
Mesdames et messieurs, ici c'est une photographe aérienne qui a été prise en novembre 1944. On voit donc ici une usine à droite. Dans cette usine, c'est là où un incendie s'est déclaré après avoir été bombardé. On voit également donc l'entrepôt dans lequel ont été volées la poudre pour la rébellion. Et au fait, je voudrais vous dire que la théorie de mon collègue du département de recherche, monsieur le docteur Martianac, il a écrit donc sur sur l'histoire de cette usine et a trouvé un document qui établissait que le toit dans l'entrepôt de poudre n'était pas affecté, n'était pas endommagé, et que c'est là où le Sonderkommando a volé de la poudre. Cependant, combien de poudre pourrait être dans les mains du Sonderkommando? Quelle quantité? Pas assez pour faire exploser les bâtiments du crématorium. Voici une photo qui a été prise il y a des années dans les ruines du crématorium numéro 2. Il y a un trou pour la dynamite qui est utilisé pour faire exploser les bâtiments en juin 1945. C'est les Allemands qui faisaient ça. Utiliser la poudre pour démolir ces bâtiments était impossible. Notamment, par exemple, la dynamite avait un pouvoir d'à peu près 9 mégajoules. En plus de démolir le bâtiment, il y avait donc démolir un tel bâtiment devait être le travail, la tâche de spécialistes. Mais le plan était quelque peu différent. Le Sonderkommando voulait faire exploser le crématorium et cette idée était possible, était réalisable. Les prisonniers donc ont fabriqué des grenades primitives. Cependant, dans le crématorium numéro 4, il y a eu un incendie. Et les prisonniers ont essayé de s'échapper donc de ce crématorium. Dans cette photo aérienne, on voit donc la route d'évasion du Sonderkommando. Dans le cercle, vous avez le territoire où ils ont pu se retrouver. Il n'est pas vrai que les prisonniers aient pu s'échapper du deuxième crématoire et se barricader dans cette grange près du village de Rinsko. Dans le rapport donc, des mouvements souterrains du camp, il était indiqué que les SS ont entouré cet endroit. Mais pour moi, ça ne fait pas de sens parce que les prisonniers étaient en permanence à l'intérieur du territoire de la zone d'intérêt qui était contrôlée par les SS. J'ai établi qu'au cours de cette évasion, les prisonniers ont été abattus par des mitraillettes par les SS sur le territoire de la ferme du camp à Plaoui. Basé sur ces photographies aériennes, il est possible de reconnaître quelles casernes avaient été détruites par un incendie à l'époque. C'était donc un accident, en fait, le fait qu'ils étaient atteints par des balles de... Voici une photo donc en décembre 1944. Il est visible que des parties des casernes étaient à côté de cette ferme. Au milieu, vous voyez une caserne avec un point en jaune. C'est une photo où l'on voit qu'il y a des casernes en construction. Il n'y a pas le toit dessus. Une autre photo de novembre 1944, on voit que ces endroits sont vides. Ces casernes ont été reconstruites en 1944, en décembre 1944. On voit ça sur la photo de droite. Ici, un endroit où il y a les sous-camps, où il y avait les sous-camps sur cette photo. Vous voyez donc à l'extérieur, dans le fond, un lac. On sait que maintenant, à partir de témoignages, qu'il y a
Une description de ce lac dans les témoignages. Et enfin, il me reste 2 minutes. Donc, le 12 octobre 1944, quelque chose qui est très important dans ma présentation, c'est la théorie que le Sonderkommando ait travaillé comme des robots sans avoir aucun sentiment. En fait, il est écrit qu'il travaillait sans avoir aucun sentiment et qu'il n'y avait pas d'émotion. Eh bien, l'histoire montre que les moments les plus difficiles pour les prisonniers du Sonderkommando, c'est parce qu'ils étaient en contact avec les personnes avant leur mort. Il disait, nous étions silencieux. Si quelqu'un demandait quelque chose, on répondait en courte phrase. Bien sûr, pour la survie psychologique dans le Sonderkommando, des mécanismes d'autodéfense devaient être créés. Mais d'un autre côté, nous savons quel courage il est requis pour rester, pour avoir une dimension d'humanité malgré ces conditions. Un autre exemple, cette photo qui est prise en juillet 1944, pour un grand nombre de visiteurs, c'est la preuve de crime, mais pour les historiens, on voit davantage. Je me rappelle qu'en 2019, lorsqu'on faisait le film documentaire avec M. Goodman, Tal m'a demandé « Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo ?» Eh bien, maintenant, je suis sûre que Tal voulait entendre ces mots. Je vois du respect pour les cadavres. Mesdames et messieurs, regardez ce prisonnier qui marche entre les cadavres et qui essaie d'équilibrer son corps. Il ne veut pas, en effet, piétiner des cadavres. Un autre exemple, c'est les fragments du journal de Leventhal et Gradowski. Peut-être un extrait des mémoires de Gradowski. Ici, 3 personnes sont sur le sol, un enfant dans les bras de sa mère et son père. Donc, ses parents travaillaient, ont créé une bonne vie pour cet enfant et après 15 minutes, il n'y aura plus de traces d'aucun d'entre eux. Un autre fragment. Donc ici, vous avez une chambre, une photo d'une chambre et d'une collection de peluches. Mandelbaum était accusé d'avoir complètement effacé de sa mémoire les cadavres d'enfants. En fait, ici, on voit donc une espèce d'autodéfense, de collectionner en fait des peluches symboliquement représentant les corps de ces enfants. Merci beaucoup. Without any further ado, you got the floor. Thank you. Okay. Good afternoon, bonjour. Thank you very much for the invitation. It's a great honor to me to be here with my lecture. D'être là et de faire ma présentation. Et tout d'abord, j'aimerais expliquer que notre collection d'archives ne contient qu'une très petite partie de toute la documentation créée dans les bureaux du camp pendant l'activité du camp de concentration d'Auschwitz du printemps 40 à janvier 45. Car les nazis ont détruit la plus grande partie de ces dossiers juste avant l'évacuation finale et la liquidation du camp afin d'effacer les traces des crimes de guerre qu'il y avait commis. Une partie de ces documents a également été transférée en Allemagne. En outre, un grand nombre de ces dossiers
qui n'avaient pas été détruits par les nazis ont été repris par l'armée rouge après la libération du camp de concentration d'Auschwitz et transférés dans ce qui était alors l'Union soviétique. Par conséquent, à l'heure actuelle, nous avons de très sérieux problèmes, désolé, pour établir le sort de nombreux déportés en raison de l'absence de toute documentation. Et il en va de même pour l'histoire du Sonderkommando d'Auschwitz. Il est possible de trouver des informations sur ce groupe très spécial de prisonniers dans différents types de documents du camp qui ont été sauvegardés avant la destruction et qui sont aujourd'hui conservés dans nos archives. Nous devons nous rappeler que certains membres du Sonderkommando d'Auschwitz ont écrit des notes sur leur sort et les ont cachés à divers endroits autour des bâtiments des crématoires et des chambres à gaz. Et après la guerre, certaines preuves choquantes du processus d'assassinat de masse ont été découvertes et sont devenues les histoires les plus importantes des membres du Sonderkommando d'Auschwitz qui ont eu le courage de laisser des preuves écrites de ce crime. Après la guerre et la création du musée d'État d'Auschwitz-Birkenau à Auschwitz, l'une des tâches les plus importantes des archives du musée a été de recueillir les récits des survivants d'Auschwitz. À ce jour, plus de 5000 récits de survivants d'Auschwitz ont été recueillis par les archives. Les récits de certains membres du Sonderkommando d'Auschwitz qui ont survécu à la guerre font également partie de cette collection. Chronologiquement, le premier document informant de l'existence du Sonderkommando d'Auschwitz est daté du 23 avril 1942. Il s'agit du document de l'entrepôt qui note la livraison de 400 kg de chaux conditionné et 300 kg de ciment nécessaires au Sonderkommando. Grâce à ce document, nous savons que ces prisonniers du Sonderkommando ont été employés à l'exploitation du soi-disant bunker. Parmi les documents créés par la Direction centrale de la construction, Zentralbauleitung d'Auschwitz, il s'agit de la liste des groupes de travail affectés aux simples travaux d'aménagement du camp d'Auschwitz de Birkenau. Ce document est daté du 17 août 1942 et d'après cette liste, à 7h30 ce jour-là, 475 détenus encadrés par 25 fonctionnaires, des Vorarbeiter, travaillaient pour le Sonderkommando. L'affectation d'un si grand nombre de prisonniers au Sonderkommando était liée à la préparation de nouvelles fosses de crémation à proximité des sites d'extermination, principalement le bunker 1. En même temps, l'exhumation des corps des fosses communes et les tentatives de les brûler sur des bûchers étaient en cours. Ce fait est confirmé par les récits des prisonniers Arnošt Rosin et André Balben, qui étaient employés à cette tâche. Cette fiche de travail du groupe de travail des électriciens, datée du 22 août 1942, concerne l'installation pour le Sonderkommando d'une ligne électrique aérienne de 200 mètres de long et d'un câble électrique de 600 mètres de long vers 19 sites de combustion, en allemand Brennstellen. La ligne électrique était liée à la nécessité d'éclairer la zone où les cadavres étaient brûlés toute la journée et également la nuit. Le même jour, le 22 août 1942, la chancellerie du camp a reçu la demande d'affecter 50 prisonniers supplémentaires au Sonderkommando. Les informations relatives à cette demande
figure dans un registre. Il s'agit d'une nouvelle confirmation de l'élargissement des tâches envisagées pour ce groupe de travail au cours de la troisième semaine d'août 1942, lorsque la récupération des corps dans les fosses communes et l'incinération des bûchers ont commencé. Ici, nous avons un document du 19 janvier 1943 qui vient également du registre de la chancellerie et on y trouve la demande d'affectation de 2 gardes SS au Sonderkommando. Le directeur de la Zentralbauleitung d'Auschwitz, le SS-Sturmbannführer Karl Bischoff, a utilisé la définition de Sonderkommando d'une manière très caractéristique. Dans sa note officielle datée du 10 février 1943 au sujet des structures du camp, y compris des baraquements utilisés pour stocker les effets des Juifs assassinés dans les chambres à gaz, les Sonderkommando 1 et 2 sont mentionnés. Cependant, Bischoff a utilisé ces mots pour désigner le bunker 1 et le bunker 2. Chacun de ces bâtiments comportait 3 baraquements adjacents de type écurie utilisés pour le déshabillage. Les documents du camp désignaient généralement les prisonniers employés au travail forcé dans les chambres à gaz et les crématoires comme des soutiers de crématoire, en allemand Heizkrematorium. Sur la première page de la liste des noms des groupes de travail et des matricules de leurs membres, datée du 20 avril 1944, entre les positions 13 et 15, figurent les matricules des prisonniers travaillant dans les crématoires 1, 2, 3 et 4. Ici, nous avons des informations concernant Morava, qui était un des capots du Sonderkommando. Et il avait un matricule 5730. Le 18 décembre 1942, il signa le reçu de la livraison de 2 tonnes de coke pour le Sonderkommando. Mieczysław Morawa est arrivé au camp d'Auschwitz le 8 octobre 1940 et a été transféré au camp de Mauthausen le 5 janvier 1945 et il y a été exécuté le 3 avril 1945. Il est difficile de ne pas mentionner dans cette conférence les photographies qui sont sans doute devenues les représentations les plus importantes des crimes de masse commis à Auschwitz par les nazis. Mais Tal va parler plus en détail de ces photos demain. Ces photos ont été prises secrètement par des membres du Sonderkommando au cours de l'été 1944. Elles montrent des femmes juives nues dans les bois, conduites vers les chambres à gaz et des cadavres brûlés en masse en plein air. Les photos ont été prises à proximité du crématorium 5 de Birkenau. Les ouvriers juifs de ce crématorium ont participé à la réalisation de ces photos. Il s'agit d'Alex Herrera, de Grèce, de Slojmé Slasmadragen, de son frère Abraham et d'Alter Fein Zilberg dans le camp Jankowski. Tous étaient originaires de Pologne. Et ça, c'est les autres photos prises par les membres du Sonderkommando et on voit juste le haut des arbres. Il faut également mentionner les documents qui parlent de la révolte. Le 7 octobre 1944,
parce que les membres du Sonderkommando faisaient également partie d'activités clandestines en cas de soulèvement armé. Et cela a pris de plus en plus forme en 1944. Et la révolte a éclaté en octobre 1944. 451 prisonniers sont morts, mais malheureusement, personne n'a réussi à s'échapper. Et ici, on a des documents. C'est la page 2. On a en russe du document qui a été produit en allemand. Donc on a juste la traduction russe et c'est le rapport quotidien de l'emploi des prisonniers. Et le premier date du 7 octobre 1944. Et ici, on a des informations selon lesquelles, au total, il y avait 663 prisonniers qui venaient des Sonderkommando. Et le 8 octobre 1944, il n'y a pas de rapport. Mais sur l'autre, le 9 octobre 1944, on a des informations selon lesquelles au total, il y avait 212 prisonniers qui travaillaient dans le Sonderkommando. Il y a eu 451 prisonniers qui sont morts. There is a telegram informing about the escape during the revolt of the Sonderkommando. Il y a un télégramme indiquant que 3 prisonniers s'étaient échappés lors de la révolte du Sonderkommando. Il s'agit d'Alexander Shankarenko et c'est un prisonnier de guerre soviétique, et 2 prisonniers juifs, Mojev Sobotko et Mayer Plitzko. Plitzko n'était pas un membre du Sonderkommando, il appartenait au groupe de travail qui travaillait dans les stations d'épuration du camp. Et il a uniquement rejoint les 2 prisonniers du Sonderkommando qui s'étaient évadés. Et Igor a mentionné ce document déjà. C'est l'ordre donné par le commandant du camp selon lesquels 3 membres du staff SS, Rudolf Erler, Willy Friese et Josef Purk, sont décédés. About notes by Zauben Leventhal. Williams will talk in a minute. En ce qui concerne le manuscrit de Leventhal, M. Williams va en parler dans quelques minutes. On voit le moment de la découverte de ce manuscrit en 1962. Et on a également des notes de Leib Langfuss, parce qu'on a juste la copie des notes de Gradowski. L'original est en russe. Et on a la découverte ici des notes par Marcel Nadjari en octobre 1980. Le contenu de ces manuscrits constitue une source inestimable d'informations sur les Sonderkommando et les conditions de vie du juif. Ce sont des récits de première main concernant la situation, et la publication de ce manuscrit dans différentes langues a été une grande contribution à l'histoire. Et ça, c'est une photo prise le 8 septembre 1993 devant l'ancien crématorium numéro 3. On a
Schmidt, Dragan, Shloma, Dragan et deuxième à droite, František Pieper, qui travaille au centre de recherche en 93 et qui a organisé cette réunion importante. Merci beaucoup pour votre attention. Okay. I'll start by thanking Tal and Julie for the invitation to speak at this event, and thanks to you all for attending it. What I'm going to talk about is not straightforwardly an emotional history, or a reading of Salman Leventhal's manuscript as an emotional history. Perhaps it would be better to say that it's a material history or material reconstruction leading to an emotional history. Et qui conduit à une histoire émouvante. La reconstruction du document s'appuie sur le travail de M. Tchel de l'Université de Montréal, un travail qui a été publié il y a quelques mois. Et dans sa version publiée, c'est en blanc et noir. Et ça, c'est en couleur. Ça, c'est déjà une différence. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction qui m'intéresse. Donc, je reconstruis le manuscrit qui fait partie d'une série de documents découverts en 1962, le 17 octobre 62. C'est en polonais et en yiddish. La liste en polonais, on la voit à gauche et c'est vraiment très clair. Les bouts de pages, je vais y revenir par la suite, mais l'ordre dans lequel ces pages est venu est controversé. Le manuscrit était en effet très endommagé quand il a été découvert. Il avait été enterré, les gens ont travaillé dessus, ont essayé de le sécher et puis ils ont perdu trace de l'ordre des pages. Il y a eu différentes tentatives de reconstruire leur ordre et ça, c'est ce dont je suis au courant. Il y a une version publiée en 1968 et une autre en 71, une par le musée d'Auschwitz, également par Marx. Donc Marx, c'est celui qui a fait du travail. Moi, je vais me concentrer sur les versions de Auschwitz et Marx parce qu'il y a des problèmes avec la première version. Donc, il y a différentes formes de reconstruction sur l'ordre des pages, mais c'est le même principe. Le principe, c'est que on regarde ce qui est écrit, on essaye de voir ce qui est écrit, c'est assez difficile, et on essaye de mettre cela dans un sens qui fait sens, par ordre, chronologique. Et ce qu'on s'est dit, c'est essayons de reconstruire le manuscrit comme un objet. Et cela implique de voir ce qui fait partie de l'exercice, ce qui fait partie du manuscrit et ce qui n'en fait pas partie. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont deux pages qui ont des tailles légèrement différentes, mais vous pouvez voir les différentes couleurs et les différentes écritures. Et celle au milieu correspond mieux avec ce qui a été écrit par Lev Langsford et le manuscrit. On dit souvent qu'il manque. Apparemment, il aurait été sorti de la Pologne par Estemac dans les années 68. Et il y a également au Yad Vashem un manuscrit attribué à cette personne et l'encre semble être de la même couleur si on prend en compte le fait que ça soit endommagé et que l'écriture n'est plus très visible. Et c'est la même chose que ce que dit Estemat, mais en fait, ce qui a été... On a la partie écrite par les deux différentes personnes, donc les différents
fichier. Là, moi, j'éliminerai cela. 7, c'est la couverture du livre d'exercice, du cahier d'exercice. Et on élimine les images et on reste avec cela. 11A, 11B, c'est la même feuille. Donc, il faut se dire qu'on a 31 pages et chacune de ces cela forme, au total 34 pages. Une des pages, on la voit quand on va d'une partie à l'autre, il y a une continuité du récit. Ici, on dit d'attendre avant de repousser l'insurrection. On serre les dents et on reste silencieux parce que nous avons fait des plans. Et en fait, on tourne la page de cette façon parce que c'est comme ça qu'il l'a fait. Il a écrit dans un sens et puis après, il est revenu en arrière. Et donc, si on regarde ce manuscrit à gauche, en haut, on voit un numéro qui semble être de la même écriture que le reste du manuscrit. 62, il y a 134 pages, 124 pages. Et si on regarde la suite des pages, c'est à l'envers, puisque c'est comme ça qu'il l'écrivait. Il semblerait qu'il y ait ici un 63. Donc, ça serait le milieu du manuscrit et la fin du livre. Et donc, ensuite, il aurait retourné et écrit au dos. Et si on regarde l'autre partie de la page, on voit d'autres nombres, parfois faciles à lire, d'autres fois difficiles. On a 76, après on a quelque chose 40 et quelques. Et donc, en fait, on a une courbe qui ressemble à cela. 63, la flèche, c'est le sens d'écriture. 62, ça va dans l'autre sens. Et 63 se termine à 66. Et si on regarde les chiffres sur les manuscrits, on en voit quelques-uns dans cette partie. Et si vous faites comme ça, cela nous donne la construction. Et j'ai mis les couleurs pour montrer la séquence. Et les mêmes couleurs, c'est le revers de la page. Et donc, ça nous donne ça, où il y a pratiquement aucune page qui manque. Et c'est facile à reconstruire parce qu'il y a des numéros de pages sur l'autre partie de la page. Et ça, c'est une signature d'une collection de pages qui devait être agrafée. Maintenant, si vous regardez la page du centre, vous voyez 66, 67, 68, 69, voilà ce que l'on obtient. Et on voit qu'il y a une tâche, enfin des tâches qui sont symétriques et qui sont produites par le fait que les pages étaient collées l'une contre l'autre. Et donc cela semblerait indiquer que ce soit le milieu de ce petit livret. On a également des traces symétriques ici, on en a une là qui est plus difficile à déchiffrer, mais il y a des numéros de pages qui sont disponibles. Sur certaines, il y a une série d'autres tâches qui semblent se ressembler. Et si on les met dans l'ordre, et c'est pas toujours facile, c'est du travail un petit peu de légiste. Et puis en plus, on voit que les pages sont fripées et se rétrécissent. Il y a un certain nombre de chiffres que l'on peut déchiffrer sur ces pages. Et on a la moitié de ces pages, pas toutes, parce que 13 et 31, c'est une page. Pour les autres, on n'a pas besoin de les reconstruire pour dire que c'est un autre livret. Donc, on a en
quelque sorte deux livrets qui sont identifiés. Même principe pour un autre livret, c'est-à-dire que deux parties d'une feuille qui sont pliées en deux et les traces qui s'appliquent au milieu doivent correspondre. Donc, si on prend l'autre moitié de ces manuscrits, on peut voir qu'on a des images qui font un effet miroir et si on combine cela avec les chiffres qui sont déchiffrables, eh bien, on a un livret. Pas toutes les images correspondent tout à fait, j'en suis d'accord, mais si on se réfère au nombre, on a construit quelque chose qui semble plausible pour ce manuscrit. On peut dire qu'on a 4 sortes de livrets et cela fait donc 30 pages. Ça veut dire qu'il nous en reste encore une. Et celle-ci, c'est celle qui nous pose problème. Parce qu'elle ne semble pas s'intégrer dans les séquences qu'on a reconstruites. Mais ce qu'on peut voir, c'est que si vous regardez les taches et vous voyez qu'il y a des grosses taches, elles correspondent vraiment précisément avec des pages qui étaient à l'extérieur des deux livrets, des pages 24 et 29 qui étaient à l'extérieur des livrets. Et ces tâches correspondent parfaitement. Et par conséquent, cela suggérerait, à mon avis, que 8, en fait, n'est pas une page, mais 2 moitiés de page. Et dans le processus de reconstruction, le musée, afin de les préserver, les a recouverts de plastique. Donc, c'est difficile de bien identifier. Mais donc, on pense que c'était une seule feuille parce que c'était tout seul. Mais il est probable que c'était comme cela. Et donc, on avait 4 livrets, chacun ayant le même nombre de pages. Mais la première et la dernière page étaient une seule page, en fait. Et cela vous donne un ordre qui s'appuie sur l'ordre du manuscrit et cela ressemble à cela. Et si vous comparez cela avec ce qu'a fait Marx et le musée d'Auschwitz, il y a des éléments où la partie au milieu, ou ce qu'on espère, est cohérent avec la reconstruction parce que ces parties du manuscrit sont plus faciles à lire, donc ça vous donne un récit plus continu. Les parties extérieures sont moins cohérentes et sont plus difficiles à lire, mais on pense qu'on a une meilleure représentation de l'ordre de ces pages en disant que si on prend en compte l'objet dont ils font partie, cela c'est plus cohérent. Alors, combien de temps me reste-t-il? OK, j'ai 8 minutes. Très bien. Donc ici, vous avez l'ordre dans lequel nous avons reconstruit le témoignage de Lewenthal. C'est théoriquement possible qu'il ait pu écrire à différents moments ce manuscrit, mais si l'on regarde du début à la fin, il écrit d'une façon qui raconte l'histoire de la révolte du sondeur commandé, mais pas de façon chronologique. Il y a des parties du début qui sont plus générales, par exemple donc des réflexions sur Auschwitz. Ensuite, il y a l'histoire de la révolte du sondeur commando, et ensuite il y a des éléments de choses qui se sont produits auparavant, avant que les gens soient à Auschwitz. Je n'ai pas le temps de parler de la dernière partie. Mais je pense qu'il est possible que peut-être il ne raconte pas son histoire à lui, parce qu'il y a des éléments qui semblent un petit peu ne pas correspondre à son expérience. Ce que je vais ce dont je vais vous parler maintenant, c'est de vous expliquer pourquoi, en quoi c'est une histoire émotionnelle. Donc, l'histoire émotionnelle est un champ extrêmement bien précis en histoire, mais pas
particulièrement dans les études sur l'Holocauste. On voit un certain nombre de choses qui ont été publiées récemment et qui parlent de cette histoire émotionnelle. Amy Simons sur le livre Yiddish, sur les émotions, la sexualité. Il y a eu aussi Alexandra Guy-Rennie qui a écrit précédemment sur son journal. Dans la plupart des cas, on parle de récits qui expriment des émotions à partir des ghettos. Monsieur Waxman a parlé du besoin, de la possibilité de réfléchir à l'histoire des émotions et des sens à Auschwitz. Mais de toute évidence, si l'on réfléchit aux émotions du Sondar Commando, il s'agit d'un défi à relever, en partie du fait de ces expériences extrêmes qu'ils ont expérimentées. Donc. Et il y a donc des pièges. On peut dire, par exemple, qu'on n'arrive pas à comprendre les émotions. Primo Levi, par exemple, déclare, il dit, essayez cette expérience, imaginez vous-même jusqu'au point où quelqu'un entre dans le Sondar Commando et qu'on ne peut pas réfléchir au-delà de cela, c'est très difficile. Ou alors vous pouvez réfléchir de telle façon où vous vous identifiez trop facilement avec le Sondar Commando et se dire qu'il y a quelque chose de normal dans leur expérience. Et il y a quelque chose d'assez admirable, d'assez courageux. Il y a donc des éléments ordinaires de leur vie dont il nous faut prendre connaissance. Avec cette identification trop facile et un échec à prendre en compte les dommages psychologiques qui sont infligés à ces personnes. Donc, ce que je pense lorsque l'on gère donc l'histoire donc de ce Sondar Commando, c'est pas de penser en termes d'émotions qu'ils expriment, mais ce qu'ils font de ces émotions. Je vais essayer de me concentrer là-dessus. Si on réfléchit, notamment aux côtés d'historiens des émotions, Marianne Scher, par exemple, dont les articles ont un titre très compliqué, mais elle parle de la pratique émotionnelle. Et il parle du fait que de parler d'émotions ou de pratiquer des émotions d'un mode performatif, ils décrivent donc et expriment ce qu'expérimentent les gens, mais ils essaient également de communiquer sur les émotions, d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une personne en particulier. Donc, Rechin a une approche légèrement différente de cela, Marianne Scher, et se penche sur l'idée de ce qu'on fait avec les émotions était aussi importante. Donc la gestion des émotions, la navigation entre les différents sentiments, parce qu'il y a parfois donc des choses majeures qui se produisent. Elle parle donc de pratique des émotions plutôt que de gestion des émotions, parce qu'il y a des objectifs différents dans ces deux aspects. Donc, si l'on regarde certains points du manuscrit, ce que j'ai identifié plus tôt, il s'agit d'une page ici que l'on a appelée la page 17. Très peu est déchiffrable. De toute évidence, c'est une indication de la difficulté qu'avait Laventhal à communiquer ce qui se passait de façon directe. Il a dû enterrer ce manuscrit. Il a été endommagé du fait qu'il était enterré, donc ça signifie que ce n'est pas déchiffrable. Mais il y a aussi la possibilité, il faut comprendre cela. On essaie donc de spéculer, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais il semble qu'il y ait une possibilité qu'il y ait un autre type de difficulté dans la communication, à savoir mettre ce qu'il ressent en mots, l'écrire.
Eh bien, ça semble figurer dans ce que l'on voit ici. Une espèce de viscéralité, une qualité apocalyptique à tout cela qui peut, et il faut faire attention, être précautionneux, mais qui peut caractériser aussi d'autres pages qui ont été écrites avant. Et donc, il doit se mettre en condition pour être en mesure d'écrire l'histoire. Et la présentation de Lowenthal au Sonderkommando. Ici, vous avez un exemple classique de ce qu'on disait, l'idée que le Sonderkommando agissait comme des robots. En fait, ils parlaient de cette façon d'eux-mêmes. Donc, on s'est complètement perdu, uniquement un petit peu comme des morts, comme des robots. Des personnes ont lu cela comme une description émotionnelle dont Lowenthal parle. En fait, il parle de ce qui s'est passé pour lui, ce qui est vrai pour lui. Goldberg, par exemple, dit que Lowenthal est tellement traumatisé qu'il devient presque mort. Et ce qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est un certain nombre de choses. Tout d'abord, il dit « comme si ». Et comme si, c'est utiliser le langage pour figurer, pour expliquer ce qui lui arrive. Et comme avec toute métaphore ou toute imitation, c'est un substitut pour autre chose. Et s'il y en a deux, nous sommes comme morts, nous sommes comme si nous étions des robots. Et donc, ce que vous voyez aussi, lorsque vous voyez ces pages et la séquence que nous avons ici, qui est la même que celui du muséum d'Auschwitz, on voit également que ce dont il parle également, c'est la façon dont les ensembles de sentiments que lui et ses comparses au Sonderkommando, en fait, ces sentiments changent. Et c'est l'idée qu'ils ont brûlé leurs parents avec leurs propres mains. Ici, vous voyez un bon exemple. Ce n'est pas aussi direct que ce dont vous parlez, mais chaque personne donc raconte que les prisonniers du Sonderkommando rêvaient la nuit que leurs proches avaient péri et qu'ils ne les reverraient plus. Donc, ils avaient ces espèces de traumatismes par rapport à ce qu'ils faisaient. Ça faisait partie également du fait que les sentiments changeaient dans le temps. Le fait d'être comme des robots, ce sentiment, cette impression change dans le temps. Et enfin, non, je vais passer ça, à vrai dire. Et enfin, cette page 92, ce n'est pas la dernière, mais c'est la dernière avant qu'il ne commence à parler d'autre chose. Donc, c'est certainement écrit après la révolte, et dans cette page, ayant décrit le fait qu'il n'y aurait pas de traces de ce qu'ils avaient fait, qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à la résistance polonaise, il dit cependant on va tout garder sous terre, et il écrit le nom des personnes qui sont impliquées dans la révolte. Et vous pouvez voir qu'il y a des personnes qu'on a déjà mentionnées, il y a un ensemble de personnes qui sont inscrites sur la page, et vous pouvez voir qu'il est très difficile de déchiffrer tout cela. Et peut-être ce ne sont pas des blancs qui sont causés par des dommages, mais par le fait qu'il fait figurer les différents noms d'une façon très spécifique et prend le temps donc d'espacer les pages pour honorer la mémoire de ces personnes qui se trouvent dans ces colonnes. Et les trois noms en bas, à un endroit différent, traitent également du fait de savoir si ces personnes sont encore vivantes. Ils sont placés différemment parce qu'ils pensent qu'ils sont encore vivants. Et je me demande si ce n'est pas une façon de
réfléchir à ces trois noms comme une signature spécifique. Et Leventhal, dans un certain point, pourrait être donc pourrait penser que ces trois autres personnes, ces autres noms, sont également des contributeurs. Et donc, il s'agit de naviguer entre différents sentiments avec lesquels il travaille et sur lequel il travaille. Merci beaucoup. Eh bien, cette première partie du panel est absolument passionnante. C'est présenté de façon très factuelle et je voudrais vous remercier pour cela. C'est un travail de détective, un travail légiste. Et en tant qu'historien, c'est très important. Et tout cela est fait de façon vraiment très sympathique et très émotionnelle. Je voudrais vous remercier pour cela. Et maintenant, je vais donc ouvrir le débat et prendre les questions qui se trouvent dans le jury, dans le public. Petite question. Dans vos exposés, vous avez mentionné le rôle des prisonniers de guerre soviétiques dans la révolte du Sonderkommando. Qu'est-ce qui reste comme prisonniers de guerre soviétiques? Est-ce qu'il y a eu d'autres prisonniers de guerre envoyés à Auschwitz-Birkenau après la première vague qui a construit Birkenau? Okay, I can answer that based on Leventhal's document. Sur le document de Leventhal, mes collègues du musée d'Auschwitz pourront rajouter peut-être, mais Leventhal, comme vous le savez, écrit sur les prisonniers russes de guerre. Il pense qu'ils ont joué un rôle dans le déclenchement de la révolte. Il est intéressant de réfléchir aux différentes sortes de régimes émotionnels que les prisonniers de guerre soviétiques ont eu. En fait, ils ont le sentiment qu'ils veulent faire quelque chose et ils agissent. Ils sont plus préparés à combattre à des membres SS qui résisteraient. Et donc, je suppose, enfin, ce que je dirais, c'est que je pense que Leventhal réfléchit à ces personnes comme faisant partie du Sonderkommando. Il pense qu'ils sont émotionnellement différents. Ils travaillent avec l'émotion de façon différente des autres personnes dont il parle. Je pense qu'on peut voir une espèce de contradiction sur les gens dont il parle. En apparence, c'est ce à quoi ils ressemblent, mais en eux, je pense, ils pensent peut-être qu'il y a quelque chose de différent. Cependant, ce n'est pas le cas pour les prisonniers de guerre soviétiques. Ils les voient uniquement comme des réponses automatiques. C'est quelque chose qu'ils veulent faire et ils le font. C'est sa perception, évidemment. Pour aller dans la continuité de la question d'Annette, c'est est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de non-juifs dans les Sonderkommando ou une estimation du pourcentage? Je crois aussi qu'il y a quelques Polonais. Est-ce qu'on a une idée un peu plus vous avez des prisonniers de guerre soviétiques, d'autres, combien? Excuse me. Ladies and gentlemen, it depends the period. For example, in the 32, when worked at crematorium number 2 and also group of Jewish prisoners in the Birkenau. Groupe de prisonniers juifs furent à Birkenau. Le personnel du crématoire numéro 1, eh bien pour ce groupe, il y avait donc
Alors, les prisonniers polonais étaient au nombre de 50. À Birkenau, en permanence, le Sonderkommando, il s'agit uniquement de prisonniers juifs. Mais lorsque le Sonderkommando était à son plus grand nombre, un prisonnier était allemand. Il y avait également 6 prisonniers polonais qui ont été transformés au crématorium en juillet 1943. Il y avait également les prisonniers de guerre russes, mais dans mon opinion, ces prisonniers étaient là avant et ils ont été transférés de Majdanek en avril 1944. Et de la même façon, c'était également des prisonniers de guerre russes. Et en fait, il y avait 90 de ces prisonniers. Merci beaucoup. C'est juste une question pour Igor. Merci pour avoir indiqué ces 4, on va appeler idées reçues sur les Sonderkommando. Il y a un film dont on a parlé ce matin, on en parlera sans doute encore demain. C'est Le Fils de Saul qui, si j'en crois ce que vous avez dit, coche toutes les cases. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez parce que c'est un film qui a fait référence et qui semble cocher toutes les cases de ces idées reçues. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous montre une scène de la zone grise, Grey Zone. Et pour moi, c'est un mauvais film. Il y a trop d'erreurs sur les commandos, sur le Sonderkommando. Parfois, il s'agit de photos des membres du Sonderkommando, qui est complètement fictionnel. Mais Le Fils de Saul, lorsque j'ai vu ce film la première fois avec Dr. Sikiewicz à Katowice, on parlait de ce film et notre opinion était que, bien sûr, il y a nombre d'erreurs parce que ce film n'a pas consulté les historiens d'Auschwitz avec les personnes qui font des recherches sur le Sonderkommando. Il semblerait qu'il y a des vues des bâtiments et des crématoires erronés, mais l'idée de ce film est vraiment remarquable. C'est un film qui veut montrer le côté humain des émotions des membres du Sonderkommando. Et pour moi, c'est une bonne mise en scène. Bonjour, je peux poser une question. Bonjour, je voulais demander à Dominique Williams. I'm going to speak in English because I would like to ask you. I don't remember who in the manuscript of the Sonderkommando say that's going to be hard to le manuscrit du Sonderkommando. Sous la force de la volonté de vivre. No. Do you have a question to follow up on that? Non. Est-ce que vous avez une question pour faire suivre cela? It'll come back to me, I'm sure. Je suis sûre que vous y reviendrez vers moi. For you, Dominic. Pour vous, Dominique. When you are in the business of forensically reconstructing anything, there is always also an attempt to basically establish il y a aussi une tentative d'établir ce qu'est l'article ou ce qu'est l'objet original. Donc, il s'agissait d'un livre de notes. Qu'est-ce qu'on en sait plus? Et donc, un carnet de notes, mais aussi un stylo qui était utilisé avec de l'encre. Y a-t-il beaucoup d'expertise sur la recherche légiste par rapport à ces objets? S'agit-il, est-ce que vous en savez davantage sur le carnet de notes original ou l'encre? C'est une suggestion de ce que nous pensons être logique.
Quel type de carnet de notes aurait été disponible pour ces prisonniers? Quel type de stylo? Quelles sont les signatures que l'on voit ici? Je pense que j'aimerais approfondir tout cela. Les ressources qui étaient disponibles, enfin, ce sont les ressources qui étaient disponibles à l'époque, mais je pense qu'il s'agit en effet de sujets de recherche qui pourraient être approfondis. Merci beaucoup.